Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes bien sur Westrack Radio, il est 21h passé de quelques secondes, c'est une émission spéciale ce soir, puisqu'on est en direct de l'inauguration du lancement d'Un été au Havre, saison 2019. Je ne suis pas venu seul, vous l'entendez tous les après-midi sur Westrack, sa voix vous est familière, Tiffaine est avec moi. Bonjour Tiffaine. Bonsoir. Bonsoir. Alors Tiffaine, nous sommes dans ce cadre magnifique du quai de Southampton, totalement rénové. Enfin, tu viens d'arriver au Havre, donc t'as pas vu l'avant, mais en tout cas, pour moi qui traîne ici depuis quelques années, la métamorphose du quai est assez fantastique et c'est devenu pour l'occasion le lieu, vraiment le spot de l'inauguration d'Un été au Havre qui a démarré aujourd'hui à 19h si je dis pas de bêtises. Je crois que c'était le lancement, l'inauguration. Il y avait quand même l'inauguration du festival Exhibit aussi ce midi. Bref, c'est lancé, il y a plein de choses. Ce soir, le programme de cette émission spéciale, on va recevoir plusieurs invités pendant cette première heure. On va recevoir notamment Joachim, le DJ qui se produira à 22h sur le grand quai, quai Southampton, et dont nous avons l'honneur de rediffuser l'intégralité de son set pour nos auditeurs. Nous recevrons aussi Olivier Grossetête, a priori, qui est le créateur de ces cités oubliées dans lesquelles nous nous trouvons en plein milieu. On rappelle, c'est des cités éphémères faites en carton qui seront détruites demain. Donc si vous voulez venir les voir, c'est maintenant. Et demain, bon, si vous voulez les détruire demain, il faut venir demain, quoi. Mais Et nous sommes vraiment juste au pied de quelques immeubles d'inspiration Perret. C'est vraiment majestueux, c'est très 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 réussi. Mais justement, on vous fera voir sur l'Instagram dès demain, mais de là où on n'arrive quasiment pas à faire la différence entre les structures en carton et les immeubles derrière. C'est assez impressionnant, ouais. Il y a un petit vent qui s'est levé depuis une dizaine de minutes. Tiffaine, tu as l'habitude de faire des points météo. Quelle va être la météo de la soirée ? Alors déjà, on va peut-être changer de site pour voir les prévisions météorologiques, parce que je sais que j'avais annoncé hier des températures allant jusqu'à 32 degrés aujourd'hui sur le Havre, et il a fait 37 d'après ma voiture. Et c'est plus fiable, ta voiture est plus fiable que Météo France. Et ben je pense, parce que mon ressenti était à peu près à 40 000, donc je penche plutôt pour 37 degrés. Et ce soir, en fait, a priori, on serait sur du 19 degrés. Alors comparé aux 37 prévus cet après-midi, on va sortir peut-être la petite laine. Non mais c'est pas mal en même temps, cette petite brise pour nous. Et alors cette petite brise, alors c'est pareil ce que je disais quand je parlais de changer de site de prévision météorologique, c'est que de ce que je vois, la Météo France nous prévoit une brise de 20 km/h en provenance de l'ouest. Ah, c'est à peu près ça. Jusqu'à 23h, et à partir de 23h, plutôt des rafales à 45 km/h. Donc je suis plus pour les rafales pour l'instant. Très bien, on va tester la solidité des cités oubliées. Mais avant ça, on va recevoir notre premier invité pour inaugurer cette émission en la personne de Thomas Malgrade, directeur du GIP Un été au Havre. Bonjour Thomas. Et bonsoir Mathieu et bonsoir Tiffaine. Alors Thomas, ça y est, c'est parti, c'est le lancement. Ça fait quoi ? On ressent quoi là tout de suite à ce moment-là Là, on ressent. On ressent le vent. Moi, j'ai une humeur en général assez égale, donc même dans l'enthousiasme de l'ouverture, je reste assez froid, mais ça ira mieux lundi. Non, il y a toujours l'ouverture, c'est toujours plein de toutes petites choses à régler. Des petits calages de dernière minute. Toujours. Alors, Un été au Havre, c'est la 3e saison qui démarre aujourd'hui. Alors, première question, ça vient d'où cette idée de créer cette saison avec des œuvres dans l'espace public, et ça a démarré quand en fait ? Parce que, enfin, je dis ça, on en a un petit peu parlé en off, parce que c'est vrai que les auditeurs et les Havrais ont connu ça en 2017, mais je crois que l'idée, elle est un petit peu antérieure. Ah, ça date d'il y a très très longtemps, parce que ça fait un petit paquet d'années déjà que les historiens notamment savaient qu'en 2017 on avait un anniversaire, donc tout le monde se disait qu'est-ce qu'on va faire à cet anniversaire, est-ce qu'on fera comme en 1917 ou en 1967 où il y avait déjà eu quelques tentatives. Et puis moi j'ai commencé à regarder ça dans les années 2012, on m'a demandé de commencer à débroussailler un peu le sujet, mais je dirais que le vrai lancement en fait ça a été au moment des Assises de la Culture en 2011, quand le maire de l'époque, qui est devenu, vous savez, il a pris des fonctions assez importantes. Il a pris du galon. Ouais, il a pris du galon, c'est ce que j'allais dire. Il a lancé comme ça une sorte des assises dans lesquelles il avait réuni tous les acteurs culturels, et il a commencé à réfléchir. Et pendant ces assises, il avait ces assises. Lapsus révélateur. Tu m'étonnes. Il avait fait venir Jean Blaise, ce brave Jean Blaise qui ouvrait justement un nouveau concept à Nantes qui était le voyage à Nantes, et qui bouclait la 3e édition de la Biennale de l'Estuaire.
des œuvres monumentales dans l'espace public. Et je pense que voilà, c'est de là peut-être qu'est née l'idée que plutôt que de faire juste un anniversaire, on pourrait trouver le moyen de mettre en valeur ce territoire par la culture et par le levier artistique. Alors, passer des 500 ans de l'anniversaire de la création du Havre à un été au Havre, c'était déjà aussi un peu dans les cartons, ou c'est vraiment à l'issue des 500 ans où la municipalité s'est dit tiens, c'est intéressant comme concept? Non, je pense vraiment que c'est pendant, en fait. C'est pendant l'été 2017, quand on a vu affluer toutes ces personnes, quand on a vu des touristes venir voilà, pour voir le Havre, pour découvrir sa plage en centre-ville, son architecture, et qui sont peut-être venus d'abord pour une proposition artistique, mais qui ont découvert cette ville. On s'est dit qu'on tenait quelque chose quand même et que ça serait dommage de s'arrêter. On a été très poussé aussi par les acteurs économiques du territoire qui en redemandaient un petit peu, hein, que ce soit les commerçants, que ce soit les petites entreprises ou les PME de la zone industrielle et portuaire, qui trouvaient que changer l'image de cette ville, ça faisait aussi venir s'installer ou venir travailler des gens qui pensaient pas sans doute travailler au Havre avant. Donc ça vient de là, et surtout l'idée de continuer. Et puis pour continuer, on a eu un effet assez facilitant, c'est qu'on avait réussi à garder beaucoup d'œuvres. Il y avait beaucoup des œuvres imaginées pour les 500 ans qui étaient pérennisables, hein, comme la Catène de Vincent Ganivet qu'on aperçoit juste derrière dans le soleil couchant. Magnifique point de vue. Et voilà. Et quand on s'est aperçu que toutes ces œuvres étaient là, on s'est dit que finalement l'investissement entre guillemets était fait et que peut-être on pourrait renouveler l'opération chaque été sans pour autant remettre sur la table des millions et des millions comme ça avait été le cas en 2017. Très bien. Et alors, oui, non, Tiffany? Ouais, moi je voulais savoir parce que, comme on le disait, les 500 ans du Havre, donc il y a 3 ans, il y a eu pas mal de temps en amont pour préparer cet anniversaire. Là, on part sur une organisation d'1 an pour l'année d'après. Enfin, est-ce que c'est plus galère du coup à organiser? Ouais. En fait, pour être très honnête, l'année galère, ça a été 2018 parce que là, en fait, on nous a prévenu en octobre-novembre qu'il fallait qu'on sorte quelque chose en juin. Oui, c'est-à-dire que la décision a été quand même assez un peu tardive. Ouais, après, voilà. Donc on a été des bons petits soldats et on s'est retroussé les manches, voilà. Et puis on a fait le job. Mais c'est vrai que l'an dernier, on avait peut-être moins aussi de production très lourde, hein. On avait le bout du monde de Fabien Merel, mais il y avait Pentateuch à l'origine, l'éléphant, hein, qui était une pièce qu'on nous prêtait, la Futuro House aussi. Donc on a sans doute eu moins de création. Et puis on a eu aussi Jean Blaise a eu une très très belle inspiration avec Carabosse qui a ouvert l'été vraiment du feu de Dieu, sans mauvais jeu de mots. Oui, on rappelle l'inauguration du coup, c'était sur la plage. Sur la plage, avec tout les flammes, 50 000 personnes, c'était fabuleux. Donc ça a très bien fait cet été, même si on avait eu moins de moyens et moins de temps. Et cette année, en fait, pour le coup, dès 2018, on a commencé à penser à 2019. Et donc, Jean a pu faire venir des artistes de renommée plus importante, hein. Cette année, on a quand même quelques très grands noms de l'art contemporain, entre Erwin Wurm, Stéphane Balkenhol, Enrique Oliveira, Suzanne Phillips. Tout ça, c'est vraiment du gratin mondial de l'art contemporain. Et ça, quand on a plus de temps, forcément, c'est plus facile. Alors, on précise quand même, Jean Blaise, on en parle puisque il est assez familier pour nous, on le côtoie, du coup c'est le directeur artistique, c'est lui qui imagine en fait, qui fait venir les artistes et qui imagine aussi les emplacements absolument, toute la programmation. Voilà. Et juste pour revenir sur les 2 précédentes éditions, un chiffre que je trouve assez intéressant, c'est l'affluence des touristes sur l'été, et je sais que vous avez des chiffres très précis là-dessus. Qu'est-ce que ça a donné, allez, on va dire sur 2017-2018 comparé aux années précédentes? En fait, c'est simple, hein. En 2016, on avait battu un record de visiteurs. Alors quand on dit visiteurs, c'est à la fois des touristes. Techniquement, hein, je suis désolé, mais un touriste, c'est une donnée assez technique, c'est quelqu'un qui va dormir ailleurs. Voilà. Donc il faut qu'il dorme une nuit ici, sinon c'est pas un touriste. Okay. Et sinon c'est un excursionniste, c'est-à-dire quelqu'un qui fait l'aller-retour dans la journée. Donc si on mélange les deux, on obtient ce qu'on utilise dans le tourisme, le terme de visiteur. Donc en 2016, il y avait 1 million de visiteurs par an au Havre. En 2017, on a fait plus 50%, donc 1,5 million, mais c'était vraiment une année exceptionnelle. Et le chiffre qui est vraiment intéressant, c'est 2018, où on est retombé à 1 250 000, c'est-à-dire à la moitié. On a coupé la poire en deux, mais ça veut dire que 2017 nous a permis de franchir un cap, de cranter en fait, et on n'est pas retombé à l'avant 500 ans. On a franchi un cap et on espère bien que ce cap il redescendra plus jamais en dessous. Voilà. Est-ce que ces chiffres justement ça remotive derrière à refaire toujours plus chaque année l'été?
Oui, ça motive beaucoup parce qu'on se dit que ça fonctionne. Ça veut dire que quand on fait d'une programmation de qualité, et Jean Blaise fait toujours des programmations de qualité, et puis secondé aussi, il faut le rappeler, par des acteurs culturels du territoire qui proposent des choses extraordinaires, hein. J'en parlerai peut-être tout à l'heure, mais l'exposition Exhibit au Tetris cette année, c'est une pure merveille, hein, et je le dis vraiment sincèrement. Le Portique, les musées municipaux comme le MUMA font aussi une programmation de grande qualité qui vient enrichir aussi ce que Jean Blaise propose dans l'espace public. Donc c'est une offre globale, c'est ça qui fait que ça fonctionne. C'est un peu un retour en scène du Havre finalement depuis 3 ans, quoi. C'est ça, c'est une mise en scène de la ville, je pense que c'est le terme. Oui, c'est vrai que le Havre était pas forcément une destination touristique estivale avant, en tout cas, cet événement. Non, il y a même eu un petit détail intéressant cette année, en 2018, on vient d'avoir les chiffres. Pour la première fois, les touristes sont venus prioritairement en juillet et en août. Ce sont les 2 meilleurs mois du tourisme. Alors qu'avant, le Havre était plutôt une destination de tourisme d'affaires, donc plutôt dans l'année. Et comme ces 2 mois sont les plus attractifs, moi je propose qu'on parle un peu de la programmation qu'il y aura cette année sur ces 2 mois-là. Mais oui, elle va être trop bien. Déjà, on démarre ce soir avec les cités oubliées d'Olivier Grossetête, alors qui souffre un peu là parce que ça souffle fort, mais le plus important, j'ai envie de dire, c'est tout ce qui c'est le processus avant d'être le résultat. C'est 1 mois d'ateliers au Mont-Gaillard, dans le quartier de l'Eure, à Harfleur, avec plus de 1500 participants havrais qui ont constitué ces cités oubliées. Ouais. Et puis voilà, mardi, j'ai à côté de moi le phare qui est malheureusement tombé mercredi à cause du vent, mais je peux vous assurer, j'étais dans l'équipe de construction mardi, tout le monde était hyper fier, hyper heureux de le voir terminé, et c'est pas grave s'il est resté que 24 heures, l'important c'est tout ce qu'il compose. Et puis derrière cet événement, c'est toutes les œuvres qui ouvrent. Je sais pas si vous l'apercevez là, cette sculpture de Stéphane Balquenol qui trône au 8e étage de cet immeuble Perret de Pierre-Édouard Lambert, là, le front de mer Sud. Je trouve que c'est extraordinaire. Et puis on le retrouve aussi, Balquenol, sur la rue de Paris, au Portique, tout l'été, à la bibliothèque Niemeyer. Ah oui, ça y est, je le vois. Ça y est, tu le vois. J'ai mis du temps. Oui, j'ai mis du temps, effectivement. C'est des personnages qu'on va retrouver sur un certain nombre de façades de Perret. Voilà, Perret. Elle peuple les cadres de baie, ces espaces en béton dans lesquels normalement s'inscrivent des fenêtres et qui parfois sont vides de manière assez énigmatique. Et puis on a bien sûr Enrique Oliveira qui est venu tout ce printemps fabriquer in situ une œuvre. On ne sait pas si c'est une œuvre ou si c'est un arbre, tellement c'est saisissant de réalisme, dans une alvéole des jardins suspendus. Je pense à Suzanne Phillips aussi, fantastique artiste écossaise qui a imaginé cette ambiance sonore maritime composée, on ne sait pas si c'est des baleines ou des cornes de brume, en tout cas cet univers maritime dans l'église Saint-Joseph avec des sons d'orgue d'église. Voilà, il y a tellement d'artistes, Erwin Wurm aussi, grand artiste autrichien qui nous propose 4 œuvres cette année. La Fatcar qui se situe dans la cour de l'hôtel du Bocage du Bléville. Il y a Kiss et Big Coat qui sont cachés en centre-ville, je vais pas dire où ils sont. Et puis il y a des surprises. Voilà, et puis la Narrow House qui est en train de créer le buzz depuis ce matin puisqu'on l'a terminé cette nuit. Donc cette maison étroite, aux dimensions incroyables, la maison la plus étroite du monde dans l'avenue la plus large de France. C'est un pied de nez qui ressemble bien à Jean Blaise, ça quand même. Mais du coup, pour toutes ces œuvres qui sont un peu éparpillées, il y a un parcours spécifique quand même, non ? Ouais, il y a une logique. En fait, on invite les visiteurs à prendre le dépliant ou le programme que vous avez là ce soir et de suivre un des 3 parcours. Donc le bleu qui est plutôt au fil de l'eau, le vert le long des jardins, et puis le rouge qui monte dans les escaliers jusqu'au fort de Tourneville que Mathieu connaît bien. Puisque nos studios sont là-bas. Et donc en fait, l'idée de ces parcours, c'est que les œuvres en fait sont juste des prétextes à découvrir une perspective, à découvrir l'architecture de Perret, à découvrir un point de patrimoine, à découvrir un lieu de culture dans lequel il y a une expo. Voilà. Et donc on va de patrimoine en expo, d'expo en œuvre dans l'espace public, et on arpente la ville. Et en fait, on croit être venu pour voir des artistes de renommée internationale, et en fait, on a juste découvert cette ville. Et alors, quelles œuvres présentes sur cette édition 2019 sont destinées à rester
Alors Dans ça, les c'est éditions toujours futures. la question piège. Il y en a une, je m'avance pas trop, mais je suis sûr qu'elle va rester. C'est Sisyphus Casemates de Enrique Oliveira dans Les Jardins Suspendus, parce que vraiment on l'a faite pour ça, et cet artiste est vraiment internationalement reconnu. On a fait exprès de la mettre à l'abri pour qu'elle soit pas trop touchée par les éléments, donc je m'avance pas trop en disant qu'elle restera. Puis il y en a une ou deux autres voilà, qui pourraient bien se rajouter à la liste, mais en fait ce qu'on fait maintenant, je me fais plus avoir comme avec les conteneurs derrière, on les construit. Techniquement, on fait en sorte qu'elles soient pérennes. Et puis, en fonction aussi de la réception, il faut que les Havrais les adoptent. Hein. Vous vous souvenez, en 2017, il y avait des pétitions. Je pense que quand on a démonté Up 3 sur la plage de Langemoman, il y a des gens qui voulaient nous empêcher d'y aller, quoi. Donc, on l'a reconstruite du coup. Mais voilà, je pense qu'il faut que les Havrais se les approprient, que les visiteurs, voilà, se disent ah bah elles sont là, mais en fait c'est comme si elles avaient toujours été là. Elles sont familières. Et quand elles seront familières, eh ben on les laissera. C'est un peu la surprise d'après un été wow, c'est qu'est-ce qu'on va continuer à voir, quoi. Il faut du buzz. Alors on attend beaucoup de monde ce soir quai de Southampton. On a entendu parler de 40 à 50 000 personnes qui devraient venir voir ces cités oubliées d'Olivier Grossetête. Thomas, petite note de nostalgie de ma part, mais je crois que c'est ta peut-être dernière édition d'un été au Havre, puisque tu as accepté une nouvelle mission oui, ailleurs. C'est vrai, Mathieu. En fait, pour être très précis, voilà, dans quelques heures, je vais démarrer mon dernier jour. Voilà. Et donc lundi matin, je m'en vais très loin, puisque je vais jusqu'à Rouen, où je vais travailler d'arrache-pied à préparer la candidature de cette ville à capitale européenne de la culture. Et mais je vais rester habité au Havre, parce que je pense quand même que le Havre c'est la plus belle ville pour vivre. Mais tu sais que les Rouennais n'aiment pas les Havrais, puisque lors d'une précédente invasion anglaise, les Havrais avaient tenté de remonter la Seine pour se protéger à Rouen, et les Rouennais n'avaient pas ouvert le pont-levis. Eh ben, écoute, moi, ils m'ont ouvert le pont-levis, ils m'ont fait venir avec beaucoup de gentillesse, et puis je pense qu'ils sont contents en fait de faire venir un Havrais, parce que à mon avis la capitale européenne de la culture, elle sera normande. Intéressant. En tout cas, on va suivre ça de très près, et on va continuer également à parler d'un été au Havre tout l'été sur l'antenne de Westrack. Je vous propose d'écouter un reportage que nous avons mené il y a 10 jours maintenant, je crois, lors d'un atelier de construction au fort de Tourneville avec des enfants. Et tout de suite après, nous aurons un nouvel invité. Entendez-vous tous ces cris enthousiastes et ces bruits de scotch, ces bruits de carton? On est à la halle du fort de Tourneville. Bonjour Hélène. Bonjour. Alors vous êtes venue avec les enfants du centre aéré de Saint-Thomas. Oui, avec deux centres, la Mare au Clair et puis les Ormeaux. Et alors comment ça se passe? Je sais pas, je pense qu'on peut entendre que les enfants sont à fond dans la construction de la cité éphémère dans le cadre d'un été au Havre. Et à votre avis, qu'est-ce que ça apporte d'intéressant aux enfants de participer à cet atelier? Déjà, il a fallu constituer des équipes pour que tout le monde puisse fabriquer des tours, des canapés. Et donc déjà, c'est plutôt intéressant. Puis ce qui est bien, c'est qu'ils vont participer à une manifestation de la ville le 29 juin. Et ils pourront dire, quand ils vont y aller avec leurs parents, que c'est eux qui ont fait les cartons. Et donc c'est très valorisant. Oui, parce que cette cité oubliée va être du coup... Alors elle est faite pour être éphémère, et donc elle sera détruite le 30 juin. Et ça développe aussi peut-être un autre rapport à la pérennité, à l'éphémérité, si ça se dit, je sais pas. L'éphéméride, non, c'est pas ça non plus. Et est-ce que pour vous, ça serait aussi, ça pourrait être chouette à faire pour des gens plus âgés? Oui, et d'ailleurs, je crois qu'il y a les CCAS qui l'ont fait avec des personnes âgées, parce que là, ça développe aussi, comme je disais, il y a l'esprit d'équipe, et puis il y a la motricité, la dextérité. Enfin, faut assembler les cartons, faut les scotcher. Donc, que ce soit pour les enfants ou les personnes âgées, je pense que c'est bien. Et puis ça permet aussi d'être acteur de la cité. Merci beaucoup Hélène Millier. Il y aura encore pas mal d'ateliers de construction, donc à la forge d'Harfleur, au centre commercial Grand Cap. Et la participation est gratuite et libre. On se retrouve le 30 juin pour la destruction de cette ville en carton.
C'était un reportage signé Léna lors d'un atelier participatif pour la création de cette cité oubliée qui est inaugurée ce soir et qui sera détruite demain si le vent ne fait pas Déjà son le travail affaire. cette nuit. Voilà, exactement. Vous êtes toujours sur West Track Radio. On est en direct du lancement de l'inauguration d'un été au Havre, saison 2019. On est quai Southampton. N'hésitez pas à venir nous faire un petit coucou si vous êtes dans le coin. On est tout au fond, hein. On est derrière. Le phare qui est déjà tombé. Voilà, on est derrière la scène où va se produire Joachim. D'ailleurs, Joachim qui vient de nous faire l'honneur de nous rejoindre sur le plateau de West Track. Alors, bonjour Joachim. Ah oui, alors attends. Oui, on l'a refait. Bonjour Joachim. Micro rouge. Voilà. Bonjour. Alors, Joachim, vous êtes un acteur de la scène électronique française et internationale de longue date, producteur, DJ, fondateur du label Tiger Sushi et aussi Crowd Spader. Tiens, j'ai pas trop été écouté ce qu'il y avait sur Crowd Spader, mais Crowd Spacer, ouais, je lis mal en plus, n'importe quoi. Eh ben, on va commencer par le commencement. C'est quoi vos premiers émois en termes de musique? Quand est-ce que tout ça a commencé? Oula, ça remonte très loin. Il y a plusieurs points de départ, donc c'est assez compliqué comme question. Parce que j'ai commencé à faire de la musique à 6 ans. oui, ça remonte en effet. Le piano. Oui, je crois je crois que vous avez une formation classique voilà. À la base. Donc mes premiers émois, c'était plutôt de la musique classique. Est-ce que j'ai continué à apprendre jusqu'à 22, je sais pas, 23, donc pendant assez longtemps. Oui, quand même. Et à un moment donné, dans mon adolescence tardive, j'ai commencé à m'intéresser un peu autre chose, assez tard par rapport à tout le monde. Et c'était plutôt du rock indépendant et du hip-hop au départ. Et j'ai découvert la musique électronique à la fin des années 90 et ça a été une révélation totale, comme pour beaucoup de gens à cette époque. C'était tellement frais et un territoire inconnu que je me suis dit qu'il fallait absolument que je m'intéresse et que je découvre tout ce qui se faisait là-dedans. Et j'ai commencé à collectionner des disques et un peu par hasard, je me suis mis à faire de la musique au même moment. Enfin, complètement par hasard. C'est un ami à l'école où j'étais qui m'a ramené un synthé parce que il savait que je faisais du piano. Il s'est dit que si je faisais du piano, ça pouvait m'intéresser un synthé. Moi, j'avais jamais touché une machine de ma vie. Et du jour au lendemain, je me suis mis à produire comme ça. J'ai dénombré 7 albums studio. Est-ce que alors, ça doit être bon, je suis okay. incapable de confirmer, mais ouais, si, ça doit être, c'est un truc comme ça, ouais. Bah, ça commence avec Tiger Sushi en 1999. Exactement, et le dernier, Studio Venezia, il y a un an. Ah, donc ça fait 8. Parce que il est pas dans ma liste, moi ça s'arrête à Tropics of Love. Ah oui. Et, non, il y a eu, on a eu un autre entre Samouraï. Ah d'accord, bon bah je vais aller actualiser la fiche Wikipédia. On va dire une petite dizaine, quoi. Alors, il y a quand même un autre élément marquant quand même dans la carrière de Joachim, c'est que en 2000 vous avez créé le label Tiger Sushi. En fait, comment à un moment donné on passe de la position d'artiste solo qui sort des disques à tiens je vais créer un label et puis je vais sortir peut-être des disques de potes. Ça aussi c'est une question un peu plus complexe qu'elle n'en a l'air parce qu'en fait au départ c'était pas un label. Quand j'ai créé Tiger Sushi avec un ami, on voulait faire un site internet. C'était un site internet qui était, si je dois résumer, une sorte de Spotify mélangé à Discogs, mélangé à Wikipédia, donc très informatif, l'histoire de la musique. En fait, on était frustrés à l'époque de pas trouver ce qu'on voulait en termes de médias sur la musique et que tout était trop cloisonné, que les gens écoutaient un genre de musique sans savoir d'où ça venait et qu'ils pouvaient s'intéresser à plein d'autres choses si on leur donnait juste quelques passerelles. Et donc le but du site c'était de créer toutes ces passerelles. Il y avait une radio, il y avait des chroniques, il y avait des historiques de genre, des super longs articles, etc. Et on voulait faire du streaming, mais sauf que c'était beaucoup trop tôt en 2000. Personne ne voulait nous suivre. Ouais. Donc au bout d'un moment, on s'est dit tiens, on va sortir des disques pour faire connaître le site, etc. Mais c'était pas du tout une démarche pérenne. Et l'activité de sortir des disques a commencé à prendre le pas sur le site et puis voilà, c'est devenu un label un peu naturellement. Donc au départ c'était des compilations en fait, ouais. Où il y avait un peu la même philosophie que le site appliqué au disque, c'est-à-dire sortir des vieux morceaux oubliés qui ont une importance historique et mettre en parallèle un artiste contemporain et les faire
se parlait comme ça. Et après, on a commencé à recevoir des démos et on a signé des artistes, etc. Et c'est devenu un vrai label. Donc on citera quand même quelques artistes, dont Ponyhawks, Panico ou encore Cricor, qu'on connaît bien aussi au Havre. Il est venu mixer plusieurs fois. D'ailleurs, en parlant du Havre, est-ce que c'est votre première fois au Havre ? C'est ma deuxième fois. Je suis passé il y a pas longtemps en fait. Okay. Et bizarrement, je me suis arrêté exactement ici, là où on se trouve maintenant. Sans savoir qu'un mois plus tard, Kitty m'appelait, me dit ouais, ça te dirait de venir jouer, c'est à un endroit, tu vois, les quais. Ben oui, j'y étais il y a une semaine. Donc il y avait, quand vous êtes venu, il y avait rien, c'était une grande esplanade. Exactement. Et vous vous êtes dit tiens, ça pourrait être un spot intéressant. J'aurais dû. Et comment ça s'est fait d'ailleurs cette invitation pour cette inauguration d'un été au Havre Kitty m'a contacté, Kitty que je connais depuis, enfin je sais pas si elle a été présentée dans la radio, qui travaille avec Jean Blaise depuis très très longtemps, à l'époque au Lieu Unique, etc. Moi je la connaissais de l'époque du Lieu Unique, il y a je sais pas 20 ans. Je lui avais pas parlé depuis 15 ans au moins, et on se croise à Paris. Elle me dit mais je devais t'envoyer un email ce matin et je trouvais pas ton email, et bon je t'expliquerai plus tard. Elle m'envoie l'email, après on se voit et elle m'explique qu'il travaille sur cet événement et qu'il cherche quelqu'un pour un peu mettre en musique l'inauguration. Après bon, il y a plein d'étapes qui devaient avoir lieu qui ne vont pas se passer parce que à cause du vent. Okay. Le bateau, etc. Donc il devait y avoir des espèces d'étapes dans la nuit qui étaient des repères pour la musique aussi. Donc là ça va être un peu plus freestyle. Il y a une partie où je dois plus mettre une sorte d'ambiance pour le moment où les gens construisent les bâtiments. Oui, parce que ça, on a oublié de le rappeler, mais en fait, la construction continue toute la soirée, toute la soirée. Ouais, ça doit s'arrêter vers 10h. En principe, ouais. Et le set commence et finit à quelle heure du coup ce soir ? Je vais commencer bientôt là. Je sais pas quelle heure il est, mais 21h27. Ouais, je vais commencer dans quelques minutes. Mais au début, ça va vraiment être de l'habillage et à partir de, je sais pas, 11h, quelque chose comme ça va être plus fête. Je crois que c'est pas la première fois que vous collaborez comme ça sur ce type d'événement. Enfin, je lis notamment sur votre biographie que vous aviez collaboré au Festival Exit à la Maison des Arts de Créteil, ou encore des vidéos performances. Enfin, c'est quelque chose qui est important. Ouais, j'ai pas mal travaillé avec des artistes d'art contemporain ou avec des lieux. Là j'étais justement le dernier disque que j'ai sorti, c'est quelque chose que j'ai fait à la Biennale de Venise dans le pavillon de Xavier Veillon pendant la Biennale d'art, et j'ai fait pas mal de musique pour des films d'art contemporain, et ça m'intéresse énormément parce que ça me sort de mes habitudes. C'est un dialogue en général super intéressant, qui est extra musical et qui est très inspirant pour ce que moi je peux faire par la suite. Et je suis très intéressé par tout ce qui est visuel et art contemporain, donc ouais. Et justement, en parlant du visuel, d'art contemporain, si vous deviez choisir un lieu ou une œuvre mixée la plus rêvée, ce serait quoi où vous mixeriez? Moi, je suis très jaloux de je sais plus comment elle s'appelle, la fille qui a fait l'installation dans l'église Saint-Joseph. Mais ça, j'aurais bien voulu mettre en musique l'église Saint-Joseph. Ouais, jouer dans l'église Saint-Joseph. Je crois que c'est pas si simple. Je crois qu'il y a déjà eu enfin, il n'y a pas eu forcément des tentatives, mais des demandes, et je crois que, à ma connaissance, il n'y a pas eu vraiment de concert de musique contemporaine dans l'église Saint-Joseph. Mais bon. Au fil du temps, peut-être les mentalités vont évoluer. On revient juste vite fait avant de vous laisser monter sur scène, du coup, sur le set de ce soir. Donc, comment il a été, comment vous l'avez imaginé, comment vous l'avez construit justement pour jouer, parce que là, en fait, vous êtes vraiment en plein milieu des cités oubliées d'Olivier Grossetête, donc tous ces bâtiments en carton qui représentent la ville du Havre. Et comme disait Tiffaine, des fois, c'est à s'y tromper parce que dans la perspective, on voit pas forcément la différence entre les œuvres d'Olivier Grossetête et les immeubles Perret qui sont derrière. Et comment vous avez conçu ce set, et qu'est-ce qu'on va avoir le droit d'écouter? Alors, j'avais pensé à certaines choses, mais j'ai dû un peu tout repenser, comme il va pas y avoir toutes ces étapes dont je parlais avant. Donc mon idée, en tout cas au départ, c'est d'accompagner la construction avec des musiques qui sont plus de l'ordre de l'ambiance et des bruitages. J'ai ramené pas mal de sons qui, aussi par rapport à l'idée du port, qui est un lieu de passage avec toutes les cultures qui se mélangent, etc. Donc des musiques d'un peu de plein de pays différents, des musiques un peu plus concrètes.
et à la fin partir sur des choses plus dansantes, pareil dans un spectre très large, comme c'est aussi un public très large, en mélangeant du hip-hop, de disco, de la musique électronique, de la musique africaine, de tout, voilà. Mais du coup là en fait, en tout cas la première partie c'est vraiment une création unique que c'est improvisé. Ouais, c'est ça. Rien n'est exactement prévu, c'est juste des idées et après j'improvise sur place en regardant ce qui se passe, voilà. Et en plus vous nous faites l'honneur de nous autoriser à diffuser ce set sur l'antenne, donc merci beaucoup. Eh bien en tout cas Joachim, merci beaucoup, on suivra votre actualité évidemment avec beaucoup d'attention. On va vous laisser vous préparer tranquillement avant de mettre tous ces montages en musique et en ambiance. Merci. Et on vous écoutera sur l'antenne à partir de 22h du coup. Bah c'est ça à peu près. Okay. Nous on finit les interviews vers 22h et après c'est parti. Eh bien Tiffaine, je te propose de écouter un reportage. Justement on parlait de Erwin Burn tout à l'heure avec Narrow House et Léna a été rencontrée justement le montage de Narrow House. Yes, on s'écoute ça. Et on se retrouve tout de suite après. Donc à chaque fois qu'une œuvre est installée pour un été au Havre, l'idée c'est qu'elle dialogue complètement avec l'endroit dans lequel elle est installée. Donc ici on a voulu accentuer l'étroitesse de cette maison dans une avenue qui est très très large, donc l'avenue Foch. Et effectivement on peut y voir un questionnement sur le fait de s'adapter à des petits espaces, comme peut-être c'est le cas pour certaines personnes qui habitent parfois dans des immeubles. Combien de temps est-ce qu'il vous faut pour réaliser ce chantier ? Nous allons avoir aussi un temps compressé. On va avoir en gros un mois pour faire cette maison. C'est pas commun de faire ça en si peu de temps. Donc voilà, c'est aussi un défi aussi pour nous. Vous pensez qu'il arrivera par là aussi ? Ah, je sais pas du tout. Alors je suis entre la plage et l'hôtel de ville avec Marine Troquet de l'association Marc et Monsieur Brasseur de l'entreprise Saugère. Bonjour. Bonjour. Tout d'abord Monsieur Brasseur, quel matériau est-ce que vous utilisez pour la construction de cette Narrow House, donc l'œuvre d'Erwin Wurm qui va être installée ici ? Du bois, uniquement du bois. Marine, est-ce que vous pouvez nous parler de la démarche d'Erwin Wurm ? Oui, donc Erwin Wurm qui est un artiste autrichien et qui aime beaucoup utiliser l'humour dans ses pièces. Donc l'humour pour nous interroger, nous questionner, pour nous gêner aussi parfois. Et il y aura donc 4 œuvres de cet artiste qui sont présentées au Havre, dont cette Narrow House, donc maison étroite, qui est une reproduction en fait de la maison de ses parents dans laquelle il a grandi, sauf qu'elle mesure 1m30 par 15 mètres de long, si je me trompe pas, monsieur. 18 mètres de long, voilà. Le vrai. Est-ce qu'il y a des défis techniques pour installer une maison en bois sur un lieu public ? Oui, le vent. Le vent qui est notre principal ennemi, puisque la maison, de par son étroiteté et sa hauteur, nous a contraints à faire une étude technique pour un soulèvement de la maison en partie latérale et longitudinale, ce qui nous a donné le fait d'installer des portiques en ferraille à l'intérieur des murs en bois. Et donc on pourra visiter tous les jours et on pourra voir donc à l'intérieur les reproductions des objets qui étaient dans cette maison, qui ont été complètement déformés, étirés pour représenter un peu selon l'artiste, une notion de privation, d'adaptation à un espace contraint. C'est vraiment un questionnement, il n'y a pas de clé qui est donnée sur le sens de cette œuvre. Et donc on pourra voir quand même on pourra voir un peu l'antithèse de cette maison avec la Fat Car notamment qui sera exposée à la cour de l'hôtel du Bocage de Bléville. J'ai cru entendre qu'il y allait avoir une petite surprise la nuit. Oui, alors c'est encore en réflexion, mais peut-être il y aura peut-être des petites surprises à voir la nuit, effectivement, quand on passera par l'avenue Foch dans cette maison. Et ben on a hâte de voir un résultat compressé dans le temps, l'espace et puis
qui va sûrement débloquer les choses d'un point de vue émotionnel et cérébral. Ce sera visible à partir du week-end du 29 juin, de 10h à 18h. La maison sera visitable tout l'été. Et ben merci beaucoup Madame Troquet, Monsieur Brasseur. Merci. Ambiance tribale sur Westrack Radio, c'était les tambours du Bronx. J'avais envie d'écouter les tambours du Bronx tout l'après-midi, je sais pas pourquoi. Cette ambiance me donnait envie d'écouter de la musique tribale. C'est une musique assez motivante et pour aller donner un coup de main justement pour ces cités oubliées et empiler ces cartons pour former des monuments. Comme dans les galères, tu vois. Ouais, bon, ça fait un peu. Ouais. Non, c'est caricatural. Ouais. Et puis en plus, ce titre des tambours du Bronx s'appelle À l'ombre et j'avoue que on en a cherché de l'ombre tout l'après-midi. Mais là, on en a enfin trouvé. On a même une petite brise, une légère brise ce soir. Donc vous êtes toujours sur Westrack Radio, on est en direct du lancement d'un été au Havre et de l'inauguration des cités oubliées, une œuvre imaginée par Olivier Grostet qui nous fait l'honneur de nous rejoindre sur le plateau maintenant. Bonjour Olivier. Bonjour. Tiffany, je crois que tu as quelques questions à poser à Olivier. Là, on voit les structures qui prennent forme. Comment déjà on imagine construire des monuments comme ça avec du carton? Ça vient d'où cette fascination pour le carton? Alors moi je viens
Alors peut-être depuis tout petit, hein, parce que je pense que comme beaucoup d'enfants, on a plus joué avec les boîtes qu'avec les jouets qu'il y avait dedans. En tout cas, je confirme, j'ai un fils en bas âge en ce moment et c'est un peu comme ça sert absolument à rien de lui acheter des jouets. Il adore les cartons. Non mais après je pense que c'est tout à fait compréhensible parce qu'une boîte de carton elle peut devenir n'importe quoi alors qu'un objet il est limité dans son sens. Donc voilà, je pense que dans le jeu l'univers du carton il est assez chouette. Après moi voilà, je viens des Beaux-Arts. Dans un premier temps, j'ai voulu sortir un petit peu des espaces protégés parce que alors moi j'avais un peu de mal quand j'étais étudiant avec le concept dans l'art. Qu'est-ce que tu veux dire derrière, c'est quoi le message et blabla, toujours justifier pourquoi on fait quelque chose. Et que je pense que moi j'aimais faire des choses, j'aimais sculpter, dessiner, voilà. Et en même temps, concomitance, que dans une école ou dans un lieu qui était dit attention, c'est de l'art, on pouvait faire n'importe quoi et y coller un discours. Donc j'ai voulu sortir de ces espaces protégés pour me confronter au réel, quoi. Voilà, une chose, elle dans l'espace urbain, soit elle devient magique, soit elle ne le devient pas, quoi. Et on peut pas trop mentir avec ça. Donc voilà, j'ai voulu sortir de cet espace-là. Et la toute première construction que j'ai fait en carton, en fin de compte, j'ai voulu m'accaparer l'image d'une mairie avec des tours en carton. J'ai voulu rajouter des tours en carton pour, comme ça, changer l'image du pouvoir avec quelque chose de clairement dérisoire, qu'on considère peu et qui est un peu aussi le symbole du faux, de l'apparence, quoi. On dit un truc en carton-pâte, quoi. Et je pense que le pouvoir, c'est essentiellement du faux et de l'apparence qui peut faire croire qu'il y a des gens qui valent plus que d'autres. Et c'était où ce projet ? C'était à Valence. Moi, j'étais à Valence parce que j'ai fait les Beaux-Arts à Valence. Donc, cette mairie, elle s'est fait customiser la nuit. Ah oui, voilà. C'était pas du tout un projet prévu. C'était un acte d'activisme, d'artivisme probablement voilà, durant la nuit. Et effectivement, moi, j'ai demandé à pas mal de copains de venir m'aider. Il y a des copains de copains qui sont venus. Ça marchait pas très bien parce qu'il y avait du vent aussi. C'était encore moins costaud que là. J'ai quand même fait vachement de progrès depuis, malgré ce qu'on pourrait croire. Mais voilà. Et par contre, ce qui m'avait beaucoup plu, c'est que malgré le vent, il y a beaucoup de gens qui sont venus, de passants, qui n'étaient pas du tout conviés à ça, qui sont venus nous prêter main forte pour que ça existe quand même. Voilà, on a lutté pendant 2 heures. Après, il y a la brigade anticriminelle, la fameuse BAC qu'on connaît tous maintenant, qui sont venus sans lacrymo, sans rien, mais pour nous dire mais qu'est-ce que vous faites. Est-ce que vous avez des autorisations? Puis on est parti, mais ça a travaillé et puis je me suis amélioré un petit peu en construction et j'ai parié de plus en plus sur la participation du public, quoi. Et voilà. Vraiment après pour commencer, moi je voulais savoir est-ce qu'on construit comme ça des monuments, parce que là c'était des tours, du coup vous avez commencé avec des tours, maintenant ça évolue, c'est des véritables cités. Est-ce qu'on du coup on les fabrique, on les imagine comme vraiment des vrais bâtiments? Est-ce que l'architecture autour se fabrique de la même façon? Alors, je dirais que c'est de la construction. Ça reste de la construction. Pour moi, alors je suis pas du tout une formation d'architecte, quoi. Mais construire un meuble ou un bâtiment, c'est un peu pour moi la même chose. C'est des principes mécaniques de triangulation, de machin. Après que tu construises avec de la ferraille, du carton, du bois, du béton, t'as de toute manière les mêmes principes. Après, le matériau, il est plus ou moins costaud en lui-même. Mais alors moi, avant de faire les Beaux-Arts, j'ai eu quand même une petite formation technique. Comme j'étais un mauvais élève, ou en tout cas un élève très dissipé, on m'a mis en BEP et donc j'ai fait de la micromécanique. Mais ce qui m'a plu, quoi, maintenant je me rends compte après coup que je me sers, c'est que en fin de compte c'est beaucoup plus la forme qui donne la résistance à une pièce que le matériau, quoi, tu vois. Et là en fin de compte on construit des bâtiments avec du papier en fin de compte, parce que le carton c'est des feuilles de papier avec certaines qui sont ondulées, du coup qui fait des cannelures, qui a une certaine résistance dans un sens mais pas dans l'autre. Après, quand ça devient une boîte, ça a la force de la boîte. Et puis quand t'as plein de boîtes ensemble, tu peux avoir un truc qui tient, quoi. Et du coup, c'est facilement malléable ou pas? Parce qu'on voit, c'est pas juste des cubes là. On voit il y a des angles, il y a des arrondis. Voilà, c'est sûr que c'est un gros travail. C'est quand même depuis début juin. Moi j'ai 3 équipes qui sont venues travailler avec des gens dans différents quartiers pour préparer tous ces éléments là, quoi. Donc ça fait un sacré nombre d'heures de travail, de préparation pour découper tous les cartons qu'il faut et faire des préassemblages pour que ça puisse être monté le plus rapidement possible. Voilà.
Alors ces fameuses cités, on les retrouve aujourd'hui au Havre pour l'inauguration d'un été au Havre, mais il y en a eu un peu partout en France ces dernières années. Est-ce que dans la construction, on change de modèle? Qu'est-ce qui inspire les bâtiments d'une ville à l'autre? Ouais, alors moi, ça fait un petit moment que je fais des constructions. La plupart du temps, on fait plutôt une construction ou peut-être un petit ensemble un peu plus gros, quoi. Mais voilà, c'est assez rare qu'on fasse des cités, quoi, voilà, ou des villes. C'est la 4e fois. La première, c'était à Marseille, la 2e à Sydney, la 3e à Paris, à la Villette, et la 4e, c'est au Havre. Donc, déjà, une construction, c'est plein d'aléas. Parce que ça dépend de la participation. Ouais, j'ai vu un peu à Marseille aussi, il y a eu de la pluie et tout ça, c'était un peu compliqué. Il y a eu de la pluie, ça a fondu. Ça dépend de la participation du public, du temps, de l'endroit où on est, de la fréquentation des gens. Voilà, quand on fait une construction, en fin de compte, on fait les ateliers de la semaine et on construit le samedi. Le samedi, c'est plus facile d'avoir des gens qui s'arrêtent pour filer la main que dans la semaine. Alors que quand tu dois construire une cité, t'es quand même obligé de pas étaler trop ça dans le temps, parce que sinon, t'as encore moins de chances qu'elle puisse exister. Donc voilà, il y a tous ces compromis à essayer de trouver et il y a plus d'aléas, quoi. Est-ce que y a une petite pression particulière de le faire au Havre, parce que c'est quand même architectural, il y a des bâtiments, là on est quand même sur le Havre, c'est l'architecture Perret. Est-ce que on se confronte un peu à Perret ou pas du tout? Alors oui, là il y avait quand même pas mal de constructions qui étaient inspirées de Perret. Alors quand je disais, quand je fais une construction, elle est vraiment spécifique à la ville dans laquelle je fais. Alors soit c'est un bâtiment qui existe, soit ça répond à l'architecture, ou ça un bâtiment qui a existé, ça dépend le truc. Dès que c'est une ville, moi j'aime bien mixer un peu les deux. Donc t'as des éléments qui font partie de la ville et d'autres qui font partie d'un ailleurs, quoi. Voilà. Et c'est l'ici et ailleurs. En plus, comme le Havre, c'est une cité portuaire, et on est de toute manière vers la porte vers d'autres choses. Donc c'est pour ça qu'il y a une porte chinoise qui est une porte vers le... Voilà. Il y a aussi un bateau. Il y a un bateau. Oui, c'est vrai, je me suis posé la question de cette porte chinoise d'ailleurs. Voilà, parce que je me suis demandé si c'était un bâtiment que je n'avais peut-être jamais vu au Havre. Et voilà, c'est peut-être un bâtiment qu'il faut chercher en fin de compte au Havre. Peut-être. non, c'est simplement des bâtiments d'ailleurs. Aussi pour des questions, parce que là, il y avait 14 bâtiments qui étaient... même il y en avait 17 qui étaient imaginés. On en a préparé 14 parce qu'il y avait des bâtiments plus gourmands que d'autres. Donc plus de cartons. Donc on a utilisé tous les cartons on pouvait monter 14 bâtiments. Il y en a un qui était monté, c'est le phare, qui a duré aussi pas très longtemps parce que il y a eu un coup de vent. Mais voilà, donc il y avait des éléments du Havre, des bâtiments Perret, l'église Saint-Joseph, le clocher des docks, il y a un silo aussi qui était en train de se préparer. Voilà, là on a été un petit peu stoppé par une grosse bourrasque de vent qui nous a dit stop. Alors c'est assez rigolo parce que pour moi l'œuvre elle est dans le faire ensemble, hein. C'est-à-dire que les plans que je fais c'est un objectif pour générer les gens, pour fédérer les gens. C'est un objectif pour faire rêver les gens et pour les fédérer. Après, l'œuvre, c'est de faire ensemble, de voir ce qu'on arrive à faire, et puis que les éléments, il faut savoir faire avec le réel après. Moi j'avais justement cette question-là par rapport au plan imaginé de base. Vous avez déjà en partie répondu à cette question. Quels sont les bâtiments auxquels vous n'avez pas pu aller jusqu'au bout de leur réalisation? Oh, beaucoup. Au Havre en tout cas. Je dirais presque tous, parce que d'un côté ils devaient tous monter un petit peu plus encore. On n'a pas été aidés du tout toute la semaine, quoi, parce que il n'y a pas eu de pluie. Trop chaud. Il y a eu un peu de pluie. Il y a un peu de pluie mercredi matin parce qu'on a monté le phare mardi. C'était impeccable. Il y avait une petite brume, non pas une petite brume, des petits nuages, une petite brise. Le phare s'est monté assez rapidement. Et mercredi, on était en train de monter 3 autres structures, et tout d'un coup, bam, bourrasque de vent, le phare il a sauté de 30 cm en hauteur, il s'est un peu affaissé. Donc petit à petit, il est tombé dans la journée, et puis ça a abîmé les 3 autres départs de structure. Donc mercredi, on a essayé de rattraper ça, faire d'autres départs structures assez basses, parce que ça n'a pas arrêté de souffler mercredi, jeudi, vendredi, pour qu'on ait pas mal de choses à soulever et qui puisse exister le aujourd'hui. vent et la joie du Havre, la grande joie du Havre, ce vent. Mais vous avez repéré d'ailleurs que quand on a démarré cette émission, il y avait un fort vent, de forte bourrasque, et là,
ça commence à se stabiliser tranquillement et l'air devient très agréable. Ouais, mais nous, il nous en suffit d'une. Hein. Il peut avoir qu'une seule bourrasque, mais qui fait, voilà, là, il y avait, je sais pas, mais justement, il y a les éléments, en fait, les éléments naturels sont un peu contre ces constructions. Il suffit un peu de vent, d'un tout petit peu de pluie, donc c'est vraiment de la prévision, un peu selon la météo et tout ça. Du coup, sachant que ces éléments sont déjà là un peu pour mettre quelques bâtons dans les roues, pourquoi choisir de les fabriquer, d'aller jusqu'au bout et dès le lendemain les détruire alors qu'on pourrait laisser le temps les détruire? Alors c'est vrai que le temps il peut le faire. Après la plupart du temps, moi, les événements c'est dans le cadre de festivals, donc de toute manière c'est sur des périodes assez courtes. Que laisser aussi des œuvres dans l'espace public comme ça, en tout cas, elles demandent d'être surveillées, gardiennées et tout ça. Donc, plus tu les laisses, plus la facture elle monte, parce que tout le côté sécurité, c'est quand même un gros budget dans les événements culturels. Voilà. Donc, du coup, tu peux pas le laisser indéfiniment. Et donc du coup que ça soit une fête, quoi, voilà, que la fin, quoi, je dirais, quand tu construis avec du carton, tu sais déjà que ça a une fin. Oui. Tu sais dès le début que ce que tu vas construire, ça va être détruit, quoi, tu vois. Et donc du coup c'est pour le plaisir de le faire que tu fais la chose, quoi. Ouais, donc c'est vraiment avec la participation de tous, d'avoir tout le monde dessus. L'œuvre elle est dans le faire ensemble. Et donc du coup dans l'expérience que tu vis, que le fait qu'on a eu une grosse bourrasque, qu'il a fallu sécuriser ça, que du coup tu sais pas ça va tomber, ça va pas tomber, il y a du suspense, il y a des trucs. Nous on est toute une équipe pour sécuriser ça, pour que ça se fasse sans danger pour le public. Donc en fait c'est presque plus basé sur l'expérience sociale que sur le fait de créer une œuvre. C'est vraiment une expérience sociale, voilà, avant tout, j'ai l'impression. C'est une expérience sociale autour de la construction, et que l'œuvre elle est là pour faire rêver les gens et quoi, les amener dans ce rêve là. Après on réalise ce qu'on arrive à réaliser. Nous on a construit en Nouvelle-Zélande, et ben il a plu toute la journée. Alors c'était une petite pluie, quoi, on était trempés, le carton il supporte mal là l'humidité en général, voilà. Hein. Mais d'un côté alors il y avait pas de vent, et il y a des stratégies de protéger les pièces qui sont pas encore utilisées, parce que c'est les nouvelles, quoi, les pièces qui sont pas encore utilisées, c'est elles qui vont porter, quoi, tu vois, donc il faut pas qu'elles soient mouillées. Si le haut il est mouillé, c'est pas très grave. Puis au bout d'un moment, le haut de la construction, l'air de rien protège le bas, quoi, tu vois, on arrive à se démerder, et c'est pas comme prévu, mais on vit quand même l'expérience ensemble. Et justement sur tout ce que j'ai vu, parce qu'il y a beaucoup de vidéos en motion, attends, pas en time lapse. Ouais, en time lapse, mais c'est en stop motion. Il y a beaucoup de vidéos en stop motion sur YouTube des différentes cités comme ça éphémères qui sont créées dans les différents endroits qu'on a cités tout à l'heure. Et on peut voir que lors de la destruction justement des bâtiments, il y a autant, voire plus de monde qui sont présents. Comment expliquer justement cette attraction pour la destruction Alors ça les gens aiment quand les choses sont détruites. Non mais alors je pense qu'il y a deux choses, peut-être que voilà, il y a des trucs, ah ouais, tout d'un coup on a le droit de détruire, alors c'est une espèce de jubilation, parce que tu vois on doit tout protéger, il y a une espèce de fichitisation. Ouais, non, c'est vrai qu'il faut expliquer pour ceux qui ne voient pas les structures, c'est du carton, et tout ça, on pourrait s'imaginer que c'est un peu galère, mais c'est super propre, hein, c'est droit, ça dépasse pas, c'est bien aligné, enfin il y a pas un truc mal fait, quoi, c'est vraiment propre. Ah et puis il y a des constructions quand même qui sont montées jusqu'à 20 mètres de haut, quoi, c'est pour dire. Alors il y en a qui devaient monter plus haut. C'était le phare qui devait être à 30, non, c'est l'église Saint-Joseph qui devait dépasser les 37 mètres. C'est celle-ci. Voilà, moi je suis monté, dépasser les 30 mètres. Moi je suis monté jusqu'à 27 mètres à peu près. Jusqu'à présent c'était le record. Alors je voulais essayer de battre le record vu que la structure s'y prêtait bien. Mais le port aussi, l'emplacement n'était pas le plus évident. Alors après, ça a été un peu une volonté de faire exister cet emplacement. Pour moi, c'est vraiment pas l'emplacement idéal. Après, on joue le jeu, on essaye, on tente. Et donc, moi j'ai juste parce que la question d'avant, du coup, allez, vas-y, je t'en prie. D'avoir beaucoup de gens sur la destruction, on n'y a pas répondu finalement, mais voilà, ouais, pour revenir à la destruction. Donc oui, peut-être qu'il y a des gens une fascination comme ça de dire on peut détruire ça, on permet ça. Et après aussi, il y a beaucoup de gens qui étaient pas au courant forcément qu'on pouvait construire et tout ça, et donc qui viennent voir et que donc tu vois, c'est je dirais le lendemain, t'as plus de gens qui viennent que le premier jour. Sauf que nous, on fait un truc éphémère et du coup, ça dure pas très longtemps. Il faut être là au bon moment, quoi. Vas-y Mathieu. Oui, moi j'avais une question parce que j'aime bien les chiffres. Ça représente
combien, enfin je sais pas comment on peut mesurer ça en tonnes, en nombre, en mètres linéaires de carton, je sais pas quelle est l'unité de mesure de Alors de ça. nous il y avait 23 000 cartons qui étaient prévus pour cette cité, pour initialement bâtir 14 bâtiments. Donc comme je disais, sur une construction, il y a déjà beaucoup d'aléas et on varie les constructions. Fois 14, ces aléas, ils peuvent faire beaucoup. Quand tu perds j'ai 3 heures sur une construction, et sur 14, t'en perds. Mais autant de cartons, alors moi ça me fait venir cette question, c'est que j'ai déménagé du coup il y a pas longtemps pour arriver au Havre, j'ai galéré à trouver des cartons. Comment on fait pour trouver 23 000 cartons d'un coup? Après nous, ils sont achetés parce qu'on utilise des cartons qui sont en bon état, qui sont de la même taille. Moi j'avais commencé au départ à récupérer des cartons, c'est les premières heures. Ouais, c'est pas de la récup, on les achète vraiment quoi. Ouais, non, mais c'est pas. Pour une grosse quantité, ouais, je pense que tu passes quelques mois à faire le tour des commerçants. C'est comme tout, si t'achètes un gros chiffre, si t'achètes qu'un seul carton, tu vas le payer cher. Si t'en achètes 23 000, tu payes moins cher. Et alors, que deviennent les cartons? Qu'est-ce qu'on en fait après? Après, ils sont recyclés ces cartons. Donc ça redeviendra de la pâte à papier pour refaire des cartons. Et qui seront peut-être. En fait, ça se trouve, là, il y a des monuments qui sont faits en carton, qui sont faits à base de carton qui étaient déjà utilisés du coup à Marseille il y a quelques années. Peut-être qu'il y a des morceaux de carton qui ont une certaine histoire effectivement, parce que effectivement dans les cartons qu'on utilise, il y a énormément de papier recyclé dedans. Pas tout parce qu'il y a une couche extérieure qui quand même doit être de bonne qualité pour pas être trop sensible à l'eau et qui ait une certaine rigidité quoi. Mais voilà, t'as une couche extérieure qui est un peu meilleure que les autres. Voilà. Donc en gros, on perd de la qualité de papier, voilà, en passant dans la construction. Eh bien Olivier Grossetête, merci beaucoup pour toutes ces explications. Les cités oubliées, c'est ce soir. La construction continue encore pendant quelques minutes, je crois. On continue ou pas? Non, on arrête. Là, le coup de vent nous a stoppé. On laisse dans l'état. Alors après, moi ça me fait rire parce que d'un côté, il y a eu beaucoup de communications qui ont été faites sur 9 heures, comme ça, il y a un truc. Il y a beaucoup de gens qui nous ont demandé, alors est-ce que ça sera fini à 9 heures? Nous, on a dit, non, nous, on va construire là au moins jusqu'à 11 heures et l'œuvre, elle est là depuis mardi dernier de construire. Et à 9h moins 10, il y a eu cette rafale de vent qui nous a fait stop. Et donc, oui, on a fini à 9h. En tout cas, vous pouvez encore venir toute la soirée quai de Southampton et venir demain pour la destruction. Alors, ça va se passer à quelle heure la destruction? Alors, initialement, si le vent s'en est pas chargé avant, c'est à 16h qu'on donne. À 16h, très bien. Voilà. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Joachim va commencer son set ambiante, comme il nous l'a annoncé, pour accompagner justement les visiteurs dans la visite avant de passer à des sons plus électroniques et dansants en fin de soirée. On parlait tout à l'heure de Sisyphus, l'œuvre d'Enrique Oliveira, qui est au Jardin Suspendu, qui est à base de racines qui sont en train d'envahir une casemate, c'est totalement magnifique. Et bien justement, Léna a été faire un reportage sur le montage de cette œuvre que je vous propose d'écouter maintenant. Donc à chaque fois qu'une œuvre est installée pour un été au Havre, l'idée c'est qu'elle dialogue complètement avec l'endroit dans lequel elle est installée. Donc ici on a voulu accentuer l'étroitesse de cette maison dans une avenue qui est très très large, donc l'avenue Foch. Et effectivement on peut y voir un questionnement sur le fait de s'adapter à des petits espaces, comme peut-être c'est le cas pour certaines personnes qui habitent parfois dans des immeubles. Combien de temps est-ce que il vous faut pour les aléas du direct? Ce n'était pas l'œuvre Sisyphus d'Enrique Oliveira, mais on était en train de vous rediffuser Narrow House, mais vous l'avez déjà entendu. Non, l'œuvre Sisyphus, c'est maintenant. La sculpture est faite d'un assemblage de plusieurs bois. L'écorce de l'arbre est faite grâce à l'agrafage de couches de contreplaqué qui viennent de palissades de Sao Paulo. Vous entendez l'agrafage réalisé par trois étudiants de Les Alarts qui sont en stage avec l'artiste. Alors il y a d'un côté Simon qui agrafe et vous, Agathe, vous désagrafez. Oui, on désagrafe du coup une fois que c'est collé. Les différentes morceaux de bois, on les désagrafe. Et donc les agrafes permettent aux écorces de rester collées, que la colle sèche et ensuite vous les retirez. C'est ça, c'est exactement ça.
sous l'écorce, on peut voir des branches d'arbres, donc des vraies branches massives qui viennent de la forêt de Montjon. En ce qui concerne le dernier élément, on est sur du papier mâché. Tout le travail se fait dans l'alvéole 13 au jardin suspendu, qui sera également le lieu d'exposition de l'œuvre d'Enrique Oliveira. Vous êtes bien sur Westrack Radio, c'était encore les tambours du Bronx parce que voilà, je me parce suis fait que ça va bien avec le temps. Mais ça va tout à fait bien. On est toujours en direct de l'inauguration d'un été au Havre, édition 2019. On est exactement sur le quai Southampton. La vue est complètement magnifique. C'était rigolo, on a eu le droit à un Brittany Ferries qui est passé tout à l'heure. Exactement, on a eu le droit à l'entrée du ferry dans le port du Havre, quelque chose que je n'avais jamais vu d'ailleurs parce que effectivement, il rentre en marche arrière, donc il fait une manœuvre et il rentre en marche arrière. C'était
tout à fait impressionnant. On est là pour parler d'un été au Havre. On a reçu Thomas Malgras, directeur du GIP, en début d'émission, qui nous a fait le plaisir et l'honneur de nous présenter cette édition. On a reçu Joachim, qui est en train de commencer son set à l'heure actuelle sur le quai de Southampton. Et à l'instant, on a reçu aussi Olivier Grossetête. Pour parler des cités éphémères qui sont faites en carton. Alors d'ailleurs, ces cités, on peut les voir encore ce soir. On les verra aussi demain, même si elles seront détruites demain. Mais il faut savoir que si vous avez un peu peur de la nuit et de dire ouais, on va plus voir grand chose, bah en fait il y a des spots un peu partout avec une certaine lumière violette qui donne aussi un aspect assez mystérieux à cette cité qui s'appelle les cités oubliées. Hein. Et donc, on peut dire aussi que les Havrais sont au rendez-vous parce que il y a pas mal de monde. Ça commence à se remplir sacrément. Le temps est agréable. Je trouve que le vent s'est légèrement calmé. Est-ce que Météo France du coup aurait dit vrai en prévoyant 20 km/h de vent ce soir avant 23h? Je pense qu'on est plus proche des 20 km/h. Tout à fait. Voilà, bon, les 45 km/h de rafale devraient arriver quand même dans la soirée, donc n'hésitez pas, si vous n'êtes pas encore là et que vous pensez venir, à porter un petit gilet, parce que c'est vrai que en fait on n'y pense pas. Il a fait très chaud cet après-midi, mais comme on ne se projetait pas, tu vois, avec ce vent. Ouais, mais en fait on l'aurait espéré toute la nuit. On est vraiment proche de l'eau, donc finalement c'est presque le Mistral qui nous vient de l'eau. Bon, je vais arrêter de dire des conneries, mais voilà, donc venez faire un tour, c'est vraiment sympa. En plus, il y a des petits concerts un peu partout sur les bars qui longent le Exactement. quai. Donc il y a une bonne ambiance. On a Joachim qui commence à mixer là pour nous donner des petits sons d'ambiance. Ça donne un côté assez mystérieux, je pense, quand on se balade parmi tous ces bâtiments de carton. Donc voilà, n'hésitez pas à venir. Et puis juste après, nous on récupérera en fait ce que nous sortira Joachim, et vous pourrez l'entendre sur le 95.9. Et alors attention, parce que je préviens nos auditeurs, restez bien à l'antenne parce qu'on diffuse le set de Joachim, mais on ne pourra pas le podcaster. Donc c'est vraiment une exclusivité antenne. C'est du live quoi. C'est soit vous êtes là, quai de Southampton, soit vous êtes derrière votre poste de radio, mais demain ce sera trop tard. Ce sera un événement unique que vous n'aurez plus jamais l'occasion de réécouter. Qu'est-ce qu'on fait, Tiffaine ? Eh bien, est-ce qu'on attend d'autres invités ? Il me semble que quand on voit ces structures, on peut aussi se poser un peu la question de comment ça a été construit, tout ça. Et il me semble qu'on a des choses à ce sujet. Eh bien, tout à fait. On a encore un reportage. Alors, je ne sais plus trop lequel c'est, tiens. En tout cas, on a un reportage des ateliers participatifs que je te propose que nous écoutions maintenant. Eh ben, moi, je dis. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je suis non pas au studio de Westrack Radio, je suis à l'espace Graillot, situé au Port Center au Havre, en compagnie de deux invités. Donc, j'ai nommé Hélène Leroy. Bonjour Hélène. Bonjour. Et Marine Troquet. Bonjour Marine. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour nos auditeurs ? Oui, donc Marine Troquet, j'ai 26 ans et je travaille donc pour l'association Marc, qui est en charge de la médiation pour un été au Havre. Hélène Leroy, donc avec Marine, on est toutes les deux effectivement au sein de cette association pour travailler sur la médiation. Marc, c'est le raccourci de médiation, agglomération, réseau, culture. On a une association havraise donc, qui a commencé depuis 2010. Voilà. Votre association est chargée de la médiation donc d'un été au Havre. Est-ce que vous pouvez expliquer ce qu'est un été au Havre ? Alors, un été au Havre, c'est l'événement d'envergure culturelle dans la ville qui fait suite aux festivités des 500 ans du Havre qui a eu lieu en 2017. Donc, suite à ça, il y a eu l'idée de renouveler cet événement, non pas pour fêter tous les ans l'anniversaire du Havre, mais voilà, pour faire cet événement, donc sous le nom d'un été au Havre, où vous avez des œuvres du coup d'art contemporain qui sont installées dans l'espace public, des expositions, et puis également de grands événements, dont là, cette année, un grand événement pour l'ouverture d'un été au Havre. Dans les années précédentes, qu'est-ce qu'on peut citer comme œuvres qui ont fait partie d'un été au Havre, par exemple ? Eh ben, on a par exemple juste à côté de ce bureau la fameuse Catène de Contenères par l'artiste Vincent Ganivet qui a bien pris justement sa place au Havre. Maintenant, elle a vraiment été identifiée comme un symbole par les Havrais. On a un pacte aussi qui est installé au niveau du bassin des commerces, et puis l'année dernière on a eu un peu plus d'œuvres de Fabien Merel qui ont aussi eu un beau succès auprès des Havrais.
dont Jusqu'au bout du monde qui est resté sur la plage du bout du monde. Voilà, un exemple parmi tant d'autres. Et pour cette année, qu'est-ce que vous nous réservez ? Alors cette année, au niveau des œuvres, on garde encore la surprise, mais effectivement il y aura un grand événement dont on parlait tout à l'heure, donc qui s'appelle Cité oubliée, donc d'un artiste qui est invité, donc qui s'appelle Olivier Grossetête, et donc toute son équipe vont venir sur le Havre pour créer une ville éphémère en carton. Une ville monumentale, voilà, puisque c'est un de ses plus gros projets. Il y aura à peu près une vingtaine de bâtiments construits sur le quai Southampton, donc justement à côté de la catène de conteneurs. D'accord. Donc effectivement, il y aura également à cette occasion des ateliers participatifs où les Havrais seront invités à construire aussi eux-mêmes cette ville éphémère. Donc comment peut-on y participer ? Alors pour y participer, on peut s'inscrire directement auprès de nous, de l'association Marc. Toutes les informations sont sur le site d'Un été au Havre. Et l'intérêt donc, c'est que vraiment le plus possible de personnes habitants et habitantes du Havre et des communes alentours puissent venir sur les lieux d'atelier. Donc on a 3 lieux différents. On en a 2 au Havre, un qui est situé dans un local au Champ-Montgaillard, un autre qui est situé au Carré des Docks, et puis un 3e qui est sur la commune d'Harfleur, dans le centre culturel La Forge. Donc l'idée, c'est vraiment justement que ce soit un projet participatif et qu'on soit tous ensemble en train de construire cette ville. Finalement, le résultat, il compte, mais c'est beaucoup la construction et le fait donc de mélanger un peu toutes ces personnes qui vont construire ensemble cette ville. Alors les ateliers ont lieu à partir du 1er juin jusqu'au 20 juin, et puis vous avez des ateliers donc le matin de 9h à midi et demi, et puis de 14h à 17h30 l'après-midi. Voilà, donc c'est tous les jours sauf les vendredis et certains jeudis matin, mais voilà, donc faut pas hésiter. Donc c'est sur inscription effectivement auprès de l'association Marc. Donc l'adresse email c'est associationmarc, donc tout attaché @gmail.com, ou bien au numéro donc au 07 69 60 07 28. Donc l'idée, voilà, c'est vraiment qu'il y ait le plus de nombre de participants pour construire cette ville éphémère. Puis ensuite, l'idée, c'est dans ces ateliers, en fait, de construire des morceaux de bâtiments. Et on va ériger toute cette ville, donc sur le quai Southampton, à partir du 25 juin jusqu'au 29 juin, qui est vraiment le jour d'ouverture d'Un été au Havre, avec l'idée en fin de journée, donc d'avoir toute cette ville de construite. Et puis il y aura des animations festives qui sera proposées en soirée. Très bien. Et donc on va se revoir très prochainement pour parler un petit peu plus justement de ces ateliers, de savoir comment ils se passent, avoir un petit peu de témoignages de la part des participants, et aussi se revoir pour parler des œuvres, justement des surprises que vous nous réservez pour cet été. Voilà. Et je vous remercie à toutes les deux d'être là et de nous avoir présenté ce qu'était Un été au Havre, et je vous souhaite une très bonne journée à toutes les deux. Merci beaucoup. À vous. Un reportage signé Marie-Ange, vous êtes toujours sur Westrack Radio, on est en direct de l'inauguration d'Un été au Havre, quai de Southampton, au milieu des cités oubliées d'Olivier Grossetête. Tiffaine, ça va, tu supportes la brise havraise ? Ça va, j'avoue que là on a une sacrée différence de température comparée. J'ai vraiment l'impression d'être Miss Météo parce que j'arrête pas de faire des points météo depuis tout à l'heure, mais c'est vrai que j'avais pas prévu le pull et qu'il y a une sacrée différence avec cet après-midi, ouais. Alors qu'on cherchait l'ombre, mais là... Alors, je précise que le reportage qu'on vient d'écouter, alors il date un peu puisqu'il est vraiment avant le démarrage des ateliers participatifs pour la création de ces cités oubliées. Et c'était l'occasion de faire un clin d'œil à l'association Marc, parce que Un été au Havre, c'est évidemment une grosse organisation, mais plein de partenaires locaux. Et l'association Marc, depuis 2017, assure toute la médiation autour de cet événement. Et donc, c'est notamment cette association qui a organisé ces ateliers participatifs, qui a été à la recherche des Havrais, en tout cas à communiquer auprès des Havrais pour les impliquer dans cette œuvre. Et l'association Marc, c'est eux aussi qui... il y aura des médiateurs en fait qui seront présents sur chaque œuvre exposée cette année dans le cadre d'Un été au Havre, pour accueillir le public, le renseigner, et puis aussi organiser des visites guidées. Donc il y a plein de choses à voir, et c'est vrai que parfois on peut se dire super, il y a un nouveau truc, je sais pas trop ce que c'est. Là il y aura vraiment des gens pour accompagner, il y a de la médiation. Expliquer ouais, tout à fait. tout
ce qui est autour des œuvres et tout ça, et ça c'est top. Et puis on devrait théoriquement recevoir Antoine Schmitt, qui est un artiste à qui on a laissé une carte blanche cette année pour illuminer les cheminées de la centrale EDF. Alors on est un peu habitué à voir quelques illuminations autour de ces cheminées. On a vu les scores des matchs de foot de la Coupe du Monde féminine d'ailleurs ces derniers temps. Voilà. Et là en fait ça a été laissé à un artiste qui a créé justement je sais pas comment on peut dire, une scénographie, une mise en lumière. C'est une petite animation. Alors de ce que j'ai compris, il y aura le droit, on va découvrir la vie d'une petite bête qui aura peut-être la forme d'un espèce de gros ver de terre ou un petit serpent en tout cas. Et on va pouvoir le voir en fait se balader sur les cheminées, plonger dans la terre, rebondir dans le ciel. Donc je sais pas du tout comment ça va être fait. Je pense d'ailleurs qu'on va pouvoir le voir dans quelques minutes puisque le soleil est en train de se coucher. D'ailleurs, je pense qu'il est même couché puisqu'il est 22h14. Eh bien, écoute, on voit toujours en tout cas quelques rayons. Oui, il ne fait pas encore totalement nuit. Et moi, je tiens à dire que si vous n'êtes pas encore là, venez voir un peu ce qui se passe parce que c'est assez beau. Là, on a une sorte d'ambiance un peu mystique parce qu'on a ce ciel qui est en train de se décomposer avec ses couleurs. Donc, on a du bleu, du rose, du orange. On est à côté de cette fabuleuse structure qui réunit des conteneurs très colorés. La Catène. C'est ça, la Catène de conteneurs. Et juste à côté, on a justement ces cités oubliées faites de carton qui ici ont illuminé rose-bleu un petit peu. Tout ça accompagné d'une ambiance sonore faite par Joachim. Et alors, moi, je trouvais que c'était assez drôle parce qu'en fait, cette ambiance sonore, on a un peu de musique et on a. Je vois des gens qui tentent de faire une chenille d'ailleurs en plein milieu de la foule. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. C'est vrai que cette musique ambiante, en fait, ce que je voulais dire, c'est que elle est très illustrée. Donc, à l'ouverture, à l'entrée de cette cité, on a une porte japonaise qu'on a expliqué avec Olivier Grossetête tout à l'heure. Et là, on a une sorte de musique avec quelques sonorités assez japanisantes, avec notamment des gongs qu'on entend. Et si vous entendez, je sais pas si vous les entendez là, mais il y a les auditeurs doivent l'entendre. Des sortes de klaxons de bateaux. Et c'est pas du tout les bateaux qui passent, c'est vraiment compris dans cette ambiance sonore qui mélange un petit peu le lieu et toutes ces œuvres assez mystiques qui prennent forme. Et donc voilà, c'est vachement chouette. Il y a beaucoup de monde qui commence à arriver. Alors nous, on est exposé en pleine brise, mais je pense clairement que du côté de ces monuments de carton, il y a beaucoup moins de vent et ils abritent aussi un peu de vent. Donc attention à pas s'en manger peut-être sur la tête, mais on va le dire, on va préciser, ils sont câblés et il y a du lest au bout pour faire en sorte que ça ne tombe pas. Donc ne vous inquiétez pas, c'est sécurisé. Donc voilà. Alors en attendant Antoine Schmitt, s'il arrive, on va écouter Joachim. Ouais, on va se mettre dans l'ambiance qu'il y a DJ, producteur, remixeur, patron du label Tiger Sushi. On va écouter cette ambiance musicale qui accompagne. Et si Antoine Schmitt arrive, eh bien nous ferons une interview d'Antoine Schmitt. C'est ça. Et au cas où ils viennent pas, moi je vous dis à lundi à 14h. Ok, super, à lundi Tiffen. Joachim sur Westrack Radio, c'est parti.